Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au problème de la liaison chimique. Le chimiste qui s'est penché là-dessus et dont on retient la théorie à l'heure actuelle, c'est un certain Lewis. Alors, il a défini trois grandes familles de liaisons chimiques, dont on va déjà citer les noms, donc la liaison ionique, une liaison qu'on appellera une liaison covalente parfaite ou apolaire, et une liaison covalente polarisée. Alors, pour expliquer ces différents types de liaisons, on a besoin de deux notions. Dans un premier temps, Lewis a choisi de représenter chaque élément avec les électrons de sa dernière couche, c'est-à-dire ce qu'on appelle la couche de valence. J'ai noté ici, pour les premiers éléments du tableau périodique, le symbole de Lewis de ces éléments. Donc on représente les électrons qui sont sur la dernière couche de l'atome par des points. Donc, dans le cas du lithium, qui possède un seul électron sur sa dernière couche, vous avez un point. Pour le beryllium, deux électrons sur sa dernière couche, 2 points. Quand il y a 3 électrons, 3 points, 4 électrons, 4 points. Et on les dessine sur les arêtes d'une sorte de carré qui entoure l'élément. Quand on ajoute plus d'électrons, donc comme dans le cas de l'azote qui possède 5 électrons sur sa dernière couche, les électrons vont se regrouper par 2, et donc on va obtenir ce qu'on appelle un doublet, qu'on représente par un trait. Donc l'azote ayant 5 électrons, on note un trait et 3 points. Pour l'oxygène, 6 électrons, 2 doublets, 2 points. Pour le fluor, 7 électrons, 3 doublets, 1 point. Et pour le néon, qui est un gaz rare, qui a ce qu'on appelle l'octet, donc il a 8 électrons sur sa dernière couche, pour le néon, on représente 4 doublets. Donc ça, c'est la première chose, on a besoin de pouvoir représenter les électrons de la couche de valence des différents éléments. Deuxième chose dont Lewis a eu besoin, c'est de définir ce qu'on appelle l'électronégativité. L'électronégativité, c'est une grandeur qui va mesurer la force avec laquelle un atome va attirer vers lui les électrons des liaisons qu'il fait avec un autre atome. Donc plus l'électronégativité va être grande, plus l'atome va attirer à lui les électrons. Pour définir cette grandeur, on a eu besoin de fixer un atome de référence. On a pris l'atome de fluor, qui est l'élément le plus électronégatif de tout le tableau périodique. Donc autrement dit, c'est lui qui attire le plus les électrons quand on le compare aux autres. Et donc, à ce fluor, on a imposé une valeur de 4 dans l'électronégativité. Tous les autres éléments auront donc des valeurs plus petites, et j'ai mis ici une série d'exemples, comme le carbone 2,6, le chlore 3,15, etc. Donc, cette valeur, vous la trouvez dans votre tableau périodique. Si vous ne savez pas où elle se situe, regardez la case du fluor et regardez où il est indiqué 4. Ça sera l'endroit où vous trouvez l'électronégativité pour les différents atomes qui vous intéressent. Donc, Lewis a besoin de deux choses. Une manière de représenter la couche de valence des différents éléments et de cette grandeur qu'on appelle l'électronégativité. Alors, ensuite, Lewis a défini trois grandes familles de liaisons. Dans un premier temps, ce qu'on appelle la liaison ionique. La liaison ionique, on va retrouver ce type de liaison lorsqu'on aura une différence d'électronégativité, donc on note delta E, qui va être supérieure à 1,7. Le cas classique, c'est celui du NaCl. Donc si vous prenez une molécule de NaCl, on va calculer la différence d'électronégativité. Pour le sodium, je l'ai noté là-bas, on a une valeur de 0,9. Pour le chlore, on a une valeur de 3,15. On aura donc une différence d'électronégativité qui vaut 3,15 moins 0,9, 2,25. Donc on est bien dans la gamme supérieure à 1,7.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atome de chlore, il est tellement électronégatif qu'il va attirer à lui très très fort l'électron du sodium. On peut représenter ça comme ceci. Le sodium, il n'a qu'un seul électron sur sa dernière couche. Le chlore en a 7. Si on essaye de les lier, en fait, le chlore va tellement attirer fort les électrons qu'il va voler, si on veut, il va accaparer l'électron du sodium. On se retrouve avec une situation dans laquelle on a un ion Na+, donc le sodium ayant perdu un électron, et du chlore Cl-, puisqu'il a reçu un électron. On appelle ça une liaison ionique, parce qu'en fait, le Na+, il tient très très fort au Cl-, ils s'accrochent ensemble, puisque vous savez que les charges électriques positives et négatives s'attirent l'une l'autre. Et donc on obtient un objet qui va être attaché, le Na+ est attaché au Cl-, c'est ce qu'on appelle une liaison ionique. Vous aurez la même chose dans tous les cas où vous aurez une différence d'électronégativité supérieure à 1,7. Et en pratique, ça arrive le plus fréquemment lorsque vous essayez d'attacher un métal avec un non-métal. Donc le sodium, dans ce cas-ci, est le métal, et le chlore, le non-métal. Alors, la deuxième famille de liaisons, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente. Alors, dans la liaison covalente, il y a deux types. La première, c'est la liaison covalente parfaite, qu'on appelle aussi parfois apolaire. Ce type de liaison va s'observer quand on a une différence d'électronégativité plus petite que 0,5. Alors, en pratique, une liaison sera réellement parfaite, une covalente parfaite, si la différence d'électronégativité vaut 0. Comme par exemple dans le cas de la molécule de Cl2. Donc, en pratique, deux atomes de chlore possèdent tous les deux 7 électrons. Alors, comment expliquer qu'une molécule comme Cl2 existe? On ne peut pas faire comme dans le cas de la liaison ionique, il n'est pas question que l'un des atomes donne un électron à l'autre, parce que, d'accord, l'un des deux serait content, mais l'autre, celui qui a donné son électron, serait encore moins content que ce qu'il était au départ. Et donc, en pratique, ce qui se passe, c'est que les deux atomes vont se mettre d'accord. Ils vont partager leurs électrons. Autrement dit, on va tracer ici une liaison entre ces deux atomes, et grâce à cette liaison, cet atome de chlore-ci va pouvoir être considéré comme entouré de 8 électrons, il sera content, il a l'octet, mais l'autre atome aussi est entouré de 8 électrons. Ils ont tous les deux l'octet grâce à cela, et donc c'est ce qui va les tenir ensemble. Donc là, les deux atomes de chlore tiennent ensemble grâce au fait que, en partageant leurs électrons, donc c'est une mise en commun d'électrons, en partageant leurs électrons, ils arrivent tous les deux à l'octet, alors que séparément, ils ne pouvaient pas y arriver. On pourrait éventuellement représenter ceci comme ça. Vous avez les électrons qui étaient au chlore de chaque côté, et au milieu, vous avez les électrons partagés. Donc de nouveau, ici, on voit bien qu'ils sont tous les deux entourés de 8 électrons, et c'est la raison pour laquelle ils vont s'associer. Alors, ce genre de liaison va s'observer dans tous les cas où vous aurez une différence d'électronégativité inférieure à 0,5. Alors ça, ici, c'est le cas idéal. Vous avez carrément une différence d'électronégativité de 0, puisque ce sont les deux mêmes atomes, et donc la différence d'électronégativité forcément est nulle,
puisqu'il n'y a aucune différence entre les deux atomes. On va également rencontrer ce genre de liaison dans une molécule comme CH4. Si vous dessinez la molécule de CH4, vous prenez votre atome de carbone avec ses 4 électrons de valence et on peut attacher dessus 4 atomes d'hydrogène pour former la molécule de CH4. Et dans ce cas-ci également, la différence d'électronégativité, on peut la calculer. Mais le carbone, c'est 2,6, l'hydrogène 2,2. On a donc une différence d'électronégativité qui vaut 0,4. Dans ce cas-là, on considérera aussi que la liaison est une liaison covalente parfaite. Alors, il a fallu mettre une frontière, donc le 0,5 est une valeur arbitraire, mais donc on considère que la différence est tellement faible entre les deux atomes qu'on peut considérer comme la liaison est parfaite. Et pour terminer, il y a une troisième sorte de liaison, qui est elle aussi une liaison covalente, mais qu'on va appeler polarisée. Donc forcément, c'est la situation intermédiaire quand votre différence d'électronégativité, elle est entre 0,5 et 1,7. Donc quand on a une différence d'électronégativité intermédiaire. L'exemple classique est l'exemple de la molécule de HCl. Si vous essayez de dessiner la molécule de HCl, on prend un hydrogène et un chlore. Et donc, les deux atomes vont se mettre d'accord pour avoir leur première couche remplie. Alors, normalement, c'est 8 électrons. Dans le cas de l'hydrogène, c'est un cas un peu particulier, puisque la première couche ne peut contenir que maximum 2 électrons. Donc, en lui donnant un deuxième électron, il aura sa couche remplie. Et donc, on va faire comme dans le cas de la molécule de Cl2, attacher l'hydrogène et le chlore, c'est-à-dire qu'ils vont partager leurs électrons de valence. Du coup, ici, l'hydrogène a 2 électrons autour de lui, il est content, il a sa couche remplie. Et le chlore a 8 électrons autour de lui, comme tout à l'heure, il est content aussi. Le problème dans ce cas-là, c'est que l'électronégativité de l'hydrogène, elle vaut 2,2, alors que celle du chlore vaut 3,15. On a donc une différence d'électronégativité qui vaut 0,95. On est donc bien dans la gamme intermédiaire, donc entre 0,5 et 1,7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chlore attire plus les électrons vers lui que l'hydrogène, puisque l'électronégativité est une mesure de cette attraction. En gros, ça veut dire que les électrons ici de la liaison, ils sont un petit peu pompés par le chlore. En gros, la répartition n'est pas symétrique. Les électrons sont plus du côté du chlore que du côté de l'hydrogène. Ça a comme conséquence que le chlore est légèrement négatif et que l'hydrogène, lui, est légèrement positif puisqu'il perd un tout petit peu son électron. On va représenter ça par ce qu'on appelle une charge partielle. On va noter ici un petit symbole qui est un symbole delta, négatif dans le cas du chlore puisqu'il attire les électrons à lui, et un petit delta positif du côté de l'hydrogène puisque lui il donne un petit peu son électron. Donc l'atome qui est le plus électronégatif finira toujours par être légèrement négatif, et l'atome qui est le moins électronégatif finira toujours par être légèrement positif. Vous obtenez une liaison qu'on va appeler polarisée, puisqu'elle a 2 pôles. La définition vient de là. Je vais vous donner un deuxième exemple.
c'est le cas de la molécule d'eau. Dans le cas de la molécule d'eau, votre molécule peut être dessinée comme ceci. L'atome d'oxygène, il a déjà 6 électrons, donc 2 doublets et 2 points que je pourrais dessiner. Et on va l'attacher à l'hydrogène qui n'a qu'un seul électron. De nouveau, mise en commun de leurs électrons pour faire des liaisons covalentes. Mais de nouveau, dans ce cas-là, la différence d'électronégativité est plus grande que 0,5 et inférieure à 1,7. Alors, je n'ai pas noté la valeur, mais l'oxygène est à 3,2. Oui, je pense que c'est ça, 3,5 même, 3,5. Et l'hydrogène étant à 2,2, on a bien une différence de 1,3. Donc, on est de nouveau dans le cas d'une liaison covalente polarisée. On va faire apparaître ça comment? L'oxygène, il pompe un petit peu donc, les électrons des deux hydrogènes et il va donc devenir 2 delta moins. Pourquoi 2? Parce qu'il attire vers lui 2 électrons. Tandis que l'hydrogène, lui, il va être celui-ci delta plus et celui-ci aussi. Donc en résumé, vous avez 3 grandes familles de liaisons. Les liaisons ioniques, c'est dans le cas où un des atomes attire tellement fort l'électron à lui qu'on obtient des ions, donc des vraies charges plus et moins. Vous avez des liaisons covalentes parfaites ou apolaires dans lesquelles les électrons sont parfaitement répartis symétriquement entre les deux atomes, et donc il n'y a pas de charge du tout. Et puis pour terminer, donc les liaisons covalentes polarisées comme ici, où l'un des atomes attire un peu plus les électrons à lui, du coup il est légèrement négatif, et donc vous obtenez des charges partielles. Vos atomes sont donc légèrement chargés, positivement ou négativement, ce qu'on symbolise par la petite lettre delta, qui représente cette charge partielle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.